Bonsoir. Vous êtes avec le groupe Mira. Mira, c'est la mire radiophonique de RPBFM qui vous consigne parmi les trucs et astuces, les combines et ficelles du développement durable. C'est le pragmatisme d'une équipe qui s'étrille autour des questions d'énergie, de la gestion raisonnée des ressources, des bons plans et coefficients à ne pas rater, de la joie prétendument induite par les vertus retrouvées de la frugalité. Bonjour à tous, nous voici arrivés dans une nouvelle émission Mira. Bonjour à nos auditeurs. Donc une nouvelle émission intitulée Agir en philosophe. La philosophie au service du quotidien quelque part. Et je vais commencer par présenter nos invités. En premier, Frédéric Bérard, formateur à Nouvelle Acropole, et qui nous expliquera un petit peu, qui nous présentera la Journée mondiale de la philosophie. Michael Desclous, grand patron de l'espace Mounera, et oui, il faut le dire, qui est un centre de conférences et qui fait beaucoup de philosophie, en pratique, par la pratique et par l'expérience. Donc voilà. Andrea Toré, psychomotricienne pour les enfants et également pour les personnes en fin de vie. Les deux. C'est bien ça. Et Jean-Paul Miotto, toujours avec nous, paysagiste, et qui nous ramènera toujours au sens du concret et de la réalité. Et Dieu sait si c'est important dans un domaine comme un domaine qui peut paraître abstrait, comme la philosophie ou d'autres sujets. Voilà. Donc on démarre cette émission radio. Fred, il faut que tu nous fasses une petite présentation de la Journée mondiale de la philosophie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa portée ? Est-ce qu'il y a une reconnaissance universelle ? Voilà, il faut que tu nous donnes beaucoup de détails et d'explications. On t'écoute. Alors, l'UNESCO, en 2005, si ma mémoire est bonne, propose une journée internationale, une journée mondiale pour la philosophie. Et donc, c'est un événement qui a lieu le 3e jeudi du mois de novembre. Donc, c'était hier, comme on est vendredi aujourd'hui. Et toute personne, toute association, toute philosophe, tout artiste, toute personne qui apprécie la philosophie est invitée à lui rendre hommage. Voilà. Et l'association Nouvelle Acropole participe depuis 15 ans de cette journée internationale. Voilà. C'est important puisque, et on en parlera sûrement, c'est important parce que ça veut dire que la philosophie redescend dans la rue, que la philosophie est à la portée de tous, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir tout lu ou d'avoir passé tous les diplômes. Et j'en profite, puisque tu m'as donné la parole en premier, pour rendre hommage à Marc Sautet, peu connu Marc Sautet, en 1992, au Café des Phares à Paris, il propose une activité nouvelle qui s'appelle un café philo. Et ça aura une grande audience. Et c'est lui qui a inventé le concept du café philo. Et dans les années 90, dans toutes les villes de France, fleurissent un peu partout des cafés philo, c'est-à-dire cette possibilité pour le tout un chacun, sans forcément avoir tout lu ou avoir un diplôme, de pouvoir réfléchir, penser ensemble sur un thème de la vie quotidienne. Et je pense que c'est un petit peu le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, je suis bavard, je te laisse la parole. Bon, c'est très bien, on comprend mieux. Donc c'est une reconnaissance universelle quand même, bien, ça dépasse le cadre de l'Aquitaine quand même. Ah, totalement, oui. Alors la Journée mondiale de la philo, rappelle, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et grâce à l'UNESCO, on peut partager largement des choses aussi essentielles que la philosophie. C'est sûr que c'est une journée internationale. D'accord. Je vais faire juste un petit aparté avec Mika. Mika, est-ce que tu peux nous rappeler le cercle Mounera ? Parce que ça concerne la philosophie. C'est l'espace Mounera. L'espace. Mounera.
Donc c'est un lieu interassociatif qui accueille toutes les associations qui veulent contribuer, au développement de l'être humain, que ce soit au travers de la pensée, donc au travers d'activités comme les cafés philo, des conférences, et au travers aussi de la pratique, puisqu'on accueille des cours de yoga, de pilates. On héberge aussi une association des fruits de la terre qui est préoccupée du développement durable avec des paniers bio qui sont distribués aux adhérents du quartier. Et donc, on essaie d'être impliqué en citoyen responsable et participatif de notre belle cité bordelaise. Donc déjà, implicitement, tu penses que la philosophie peut apporter un mieux? J'en suis convaincu. D'accord. Andrea, juste une question ouverte, mais dans le quotidien de la pratique du métier que tu fais, la philosophie, c'est important, ça se ressent, quelle est l'intuition de départ? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur la pratique au quotidien et le fait que la philo peut-être a un impact sur le travail? Donc moi, je suis psychomotricienne, ce qui fait le lien entre psyché, le psychique, le plan psychique, et le plan somatique, donc le plan corporel. Et la philosophie, c'est à travers la manière dont je vais accompagner les personnes, la manière dont je vais me positionner pour observer, pour échanger. Et aussi, j'ai découvert en allant lire et en voyant les enseignements de Socrate et de la philosophie antique Grèce, la vision ternaire de l'homme qui ajoute à psyché et soma, donc le corps, la partie psyché, nous, qui est la part de l'esprit, et qui fait un triptyque de l'homme qui m'a semblé juste et à pouvoir prendre en compte dans la manière dont je vais accompagner mes patients, les familles, et que ce soit au début de la vie comme à la fin de vie, comme tu l'as dit tout à l'heure. D'accord. Et Jean-Paul, question ouverte, réponse très simple. Dans ton activité concrète, est-ce que la philosophie, à certains moments, ou certaines pensées de l'éthique, etc., peut avoir un impact sur la pratique de paysagiste que tu fais? Oui, de toute façon, pour moi, la philosophie est un outil qui va essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants des lois de l'univers. De mon point de vue, puisque c'est vrai que vivant et travaillant quotidiennement dans les jardins, le vivant doit obéir à une dynamique, et cette dynamique, évidemment, ne doit pas être entravée si elle doit continuer à s'épanouir dans un équilibre permanent. Voilà, donc la philosophie va donner l'essence même du comportement, c'est plutôt du comportement et du respect. Voilà. Oui, tu parlais à un moment donné du respect de la nature. Selon ce qu'on donne à la nature ou ce qu'on lui enlève, elle peut nous rendre ou nous enlever aussi. Tout à fait, absolument. Oui. C'est une leçon permanente. Tu donnes, tu es généreux, tu donnes en respectant, tu obtiens en respectant, tu récoltes ce que tu sèmes. Et si tu te trouves à l'opposé de cette loi, de ce comportement-là, eh bien, t'en subiras les conséquences, tout simplement. Ouais. Donc déjà, l'introduction d'une loi en amont, qui est le retour de l'univers par rapport aux actions qu'on mène. Donc ça démarre cette émission sur ce plan-là. Mika, tu veux réagir immédiatement, je le sens. Alors, je suis toujours très enthousiaste de parler de philo, donc c'est vrai que les premiers philosophes en Occident s'appelaient les physiciens, parce qu'ils observaient la nature. C'était des gens qui essayaient de comprendre, comme disait Jean-Paul, le monde, de comprendre l'essence du monde, les lois du monde, comme a évoqué Jean-Paul, et de se les approprier pour l'homme, qui était vu justement dans la Grèce comme un petit univers. Et pour comprendre l'homme, il fallait comprendre le grand univers. Ah, donc ça passe par de la physique, finalement. C'est le macro, enfin, c'est le micro qui rejoint le macro, quoi. Tout à fait. C'est ça. Donc la physique fondamentale. La physique moderne observe les lois de la matière, mais les philosophes antiques voyaient au-delà, dans la matière, qu'il y avait des lois intimes, comme a évoqué un petit peu Andrea, sur la conscience, sur l'être,
la question de l'être. Ah oui, la question de L'être l'être. To be or not to be. Oui, C'est oui. la grande question. Bon. Alors, question de démarrage. La cité de Platon est en fait une question qui est importante parce qu'aujourd'hui, on voit que notre société est en pleine mutation et que on observe, notamment dans la société, je vais partir de ce démarrage pour revenir à la cité de Platon, beaucoup de maladies psychosomatiques, de maladies psychiatriques, du mal-être ou du mal-vivre ou de burn-out. On évoque ça à longueur de journée, tous les journaux en parlent, etc. Donc, et la phrase dans le cadre des œuvres de Platon, « L'homme juste serait heureux ». Donc, je prends le contre-pied initial et j'arrive à la phrase clé. L'homme juste est-il vraiment heureux ? Peut-on trouver le bonheur dans la justice ? C'est-à-dire dans la justice, c'est aussi dans la véracité et non dans le mensonge, quelque part. Ça rejoint cette notion. Fred, tu veux évoquer un mot là-dessus ? Vas-y. On peut y aller. Oui. Déjà, il faudrait s'entendre sur le mot bonheur, parce que le bonheur des uns n'est pas un bonheur pour d'autres. Et il est intéressant d'ailleurs de remarquer que ce mot n'existe pas dans la langue grecque, là où Mika évoquait les premiers philosophes, les phoussis, c'est-à-dire les premiers, c'était Pythagore, Héraclite, Parménide, enfin bref, tous ces gens qui se sont interrogés sur l'univers et sur l'homme. Et dans leur langue, le mot bonheur n'existe pas. On pourrait trouver comme équivalent eudémonia ou ataraxia, c'est-à-dire l'absence de préoccupation, l'absence de perturbation. Donc une définition par la négative. Ouais. Donc pas de grands traumas, pas de maladies graves. Exactement. Pas d'épreuves trop douloureuses. C'est la quête du bonheur chez ces philosophes grecs est une quête de soi dans laquelle effectivement le burn-out n'est pas le bienvenu. On cherche d'abord en soi une paix de l'âme. Et bien sûr que ça va être en lien avec le juste, mais pas que. Ça pourrait être aussi une question du beau, une question du bon. Mais il y a dans cette approche du bonheur quelque chose qui est assez différent du bonheur tel qu'il est présenté ou proposé par des sociétés matérialistes comme la nôtre, où le bonheur apparaît plutôt comme une possession, le capital, l'argent, voilà, les biens, etc., la reconnaissance, l'immédiateté, je veux de suite, je le veux de en suite. plus. Voilà. Sur ce sujet-là, moi je suis un peu ignorant, mais je partirais d'une notion de base comme la pyramide de Maslow. Oui. Les besoins primaires, et dans les besoins primaires, il y a effectivement la santé. Oui. Pas la santé, on ne peut plus rien faire. C'est vrai. Donc, les malédictions, le mal-vivre démarre avec les problèmes de santé, alors d'ailleurs physique ou morale. Et ça peut aller loin dans les deux cas. Et on pourrait presque rajouter la santé de l'esprit. Oui, tout à fait. Ça va avec un esprit qui est plutôt dans une attitude, ou dans une attitude, on va dire, un espace anxiogène, ou dans un espace au contraire très apaisé. Ça change beaucoup de choses. Alors, à ce sujet, une conférence d'un médecin philosophe disait que, à l'heure d'aujourd'hui, 50% de la bonne santé proviendrait de l'esprit et de la personne, du choix de la personne, 25% la génétique et 25% l'environnement. C'est-à-dire, la génétique, on n'y peut rien, on est avec, j'allais dire, tous ses membres et son esprit. L'environnement, on n'y peut pas grand-chose, ou quelquefois on y peut, mais quelquefois on n'y peut pas grand-chose. Si on vit dans une ville polluée, on va subir ce problème sans pouvoir rien y faire. Et si on regarde ces deux aspects, ça représente 50% de notre espace de liberté. Le reste, c'est notre esprit. Donc, en fait, on va essayer de jouer là-dessus. Tout se joue là, oui, effectivement. Oui. Et petite remarque en passant, si on a réglé les problèmes d'environnement, la proportion passe à 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire qu'on regagne dans l'hémicycle de la liberté plus de 50% de pouvoir de l'esprit et de la personne sur ses choix de vie, sur son bien-être, etc.
C'est quand même important de le dire. Je crois que c'est 3/4, 1/4, mais... 3/4, 1/4. Excusez-moi, déformation pour 3/4, 1/4. Oui. Alors, si l'environnement passe, effectivement, ça passe à 3/4, 1/4. Bien vu. Voilà. Tout simplement. Je vais retourner dans mes cours d'arithmétique. Voilà. Alors, la question reste posée. Donc, l'homme juste est-il heureux ? L'homme qui cherche la vérité et des choses comme la transparence et l'honnêteté est-il plus heureux ? C'est la question qu'on peut se poser. Et on pourrait la prendre par la contraposée. Quelqu'un qui est dans l'injustice, pas l'immoralité, mais le mensonge, par exemple, peut-il être heureux en se contentant finalement du haut de la pyramide de Maslow, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de manger, et je vis comme un lion dans la jungle. Mika. Comme disait Fred, il y a la notion de bonheur, il faut bien la définir. Il a utilisé un mot qui était eudémonia, en grec, ça veut dire le vrai esprit, ou le bon esprit. Alors, cet esprit, c'est notre nature profonde dans la vision grecque, et une part du bonheur, selon moi, et dans l'approche philosophique, est l'idée de cohérence à l'intérieur de nous-mêmes, entre nos aspirations, nos besoins. Tu parles de la pyramide de Maslow, donc nos aspirations de réalisation, vers le beau, vers le bon, vers l'universel, vers le partage, et nos actions dans la vie. Parce que le thème qu'on s'était proposé aujourd'hui, c'était agir en philosophe, et une des clés fondamentales, c'est qu'il y a la cohérence entre nos aspirations, nos choix, et notre capacité de les manifester et de nous comporter en ce sens. Oui, la question du choix et de la liberté de le faire se pose, parce qu'on ne peut pas faire forcément ce qu'on veut. Tout à fait. Et comme disaient les stoïciens, fais ce qui dépend de toi. Et comme tu l'as bien dit, en fait, c'est une pensée stoïcienne. Il faut agir sur ce qui dépend de nous, parce que sinon on va être très malheureux d'être conditionné, comme diraient les bouddhistes, par des choses qui ne dépendent pas de nous. La météo, la tête du patron, ou les situations de l'environnement. L'extérieur, voilà. Proverbe basque, it, ce qui est. C'est-à-dire on ne peut pas le changer. Il faut faire avec, et c'est la pensée stoïcienne, effectivement. C'est très juste. Et ne pas se lamenter sur des choses auxquelles on ne peut rien. Ça commence comme ça. Effectivement. Alors Andrea, comment veux-tu réagir sur ce sujet ? Puisqu'on avait évoqué, effectivement, l'homme juste est-il un bienheureux ? Ou au contraire, faut-il être malhonnête et dans le mensonge pour vivre pleinement sa vie ? Alors, j'ai mon avis personnel sur la question, mais en écoutant du coup Mika sur le fait que être heureux, c'est aussi être en cohérence avec ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et en fait, je me dis que celui qui est cohérent est juste avec lui-même aussi. Donc, celui qui est juste envers lui-même va être plus heureux et donc aussi plus juste avec l'environnement qui l'entoure et plus juste avec les lois de la nature, avec les autres êtres humains en sa présence. Donc être juste déjà avec soi-même. Donc dit autrement, ne pas avoir l'esprit fragmenté. Et fragment, je me viens immédiatement à l'esprit une maladie très grave qui s'appelle la schizophrénie et qui en grec veut dire fragmentation. Donc éviter la fragmentation. Et effectivement, aujourd'hui, on est un peu dans une société fragmentée, puisque d'un côté, on a l'image de la réussite matérielle, mais qui ne suffit pas. Et beaucoup de gens s'en rendent compte, continuent à le vivre, mais le vivant pas intuitivement, mais émotionnellement très mal. Et donc ça génère des problèmes de cohérence, effectivement. Mais ça passe toujours par un apprentissage, parce que pour connaître, effectivement, il est peut-être nécessaire de passer par de la fragmentation, comme tu dis, pour ensuite découvrir, au-delà de cette fragmentation, ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur pour soi-même, le bonheur pour les autres, et le partager. Les vertus de l'enfer. Les vertus de l'enfer, il faut descendre pour remonter. Hein. Il faut compresser le ressort. Moi, je prendrais comme image la compression du ressort. On compresse le ressort, et puis le jour, ce ressort, il va se détendre, et puis nous envoyer
Au 7e siècle du bonheur, pourquoi pas. Donc tu vois ça sous la forme mécanique, ces philosophes. Oui, la philosophie couvre aussi l'aspect mécanique des choses. Oui. Je pense aussi elle a sa place. Non. Alors est-ce qu'on peut vérifier ce fait alors justement, de la cité de Platon, l'homme juste heureux, peut-on le vérifier par les sciences et par l'observation? Dit autrement, est-ce qu'on observe que c'est juste, cette phrase, ou qu'au contraire, c'est une phrase de philosophe, et mon Dieu, on ne le retrouve pas dans la vie quotidienne, ou est-ce qu'on peut le constater dans la vie quotidienne? En fait, voilà, c'est la grande question. C'est une question très pragmatique, un peu à l'américaine. Théorie, très bien, je veux bien y croire, mais montrez-moi que c'est vérifié, Fred. Attention à trop bon, trop con. Déjà, la philosophie, dans ses bases de l'Antiquité grecque, propose une expérience, et avant tout une expérience, et pas simplement une compréhension intellectuelle. Donc, le mieux pour le vérifier, c'est de pratiquer. Andrea parlait de cohérence, c'est-à-dire d'être juste avec soi-même, le contraire du mensonge, faire quelque chose et dire autre chose. Et cette incohérence, cette fragmentation, je pense que tout le monde l'a expérimenté, beaucoup de gens ont expérimenté le fait que quand on n'est pas en cohérence avec soi, on vit moins bien. Et plus on est cohérent avec soi-même, et plus on se sent, comme disaient les Grecs, individus, qui a le mot individu, c'est-à-dire indivisible. Rassemblé en un, oui. Et non pas fragmenté en plusieurs morceaux. C'est ça. Et le juste de Platon, que tu cites, c'est avant tout une idée d'unité et d'harmonie. L'individu, qui est un concept philosophique que les Grecs de l'Antiquité vont développer, c'est avant tout quelqu'un qui est cohérent. C'est parce que c'est ainsi qu'il est juste avec lui-même, donc il pourra agir de manière juste, c'est-à-dire cohérente, en disant ce qu'il fait et en faisant ce qu'il dit. C'est-à-dire le contraire de faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc le mensonge est proscrit dans ces conditions. Il n'est pas proscrit, il est malsain. Il est malsain, mais une personne peut être complètement cohérente dans un mensonge absolu. Ça arrive. Ça s'appelle une pathologie, il me semble. Je suis pas médecin, mais... Ça s'appelle une pathologie. Andrea, ça pourrait s'appeler une pathologie? Ou de l'inconscience. Ah oui. Alors c'est le retour à l'animal. Ça peut être ça. Ça peut aller jusqu'à Mika. Disons que le fait de se mentir et de mentir est au moins une maladie de l'âme avant peut-être qu'elle devienne pathologique au sens médical du terme, c'est-à-dire d'un manque d'intégrité ou de fidélité à soi. Parce que dans l'idée de cohérence et de faire individu, comme on vient de le dire, il y a aussi l'idée d'une forme de fidélité, d'authenticité. Et une des grandes vertus, on n'a pas encore abordé ça, mais les notions de vertu pour les philosophes sont vraiment essentielles. Quand on parle de la vertu des plantes, Jean-Paul doit savoir, voilà, c'est la qualité de la plante. Et donc la vertu de l'homme, c'est ce qui va le rendre humain. Est-ce qu'il fonctionne? Parce qu'il y a ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a ce qui fonctionne à court terme, qui va fonctionner jusqu'à un certain moment, et qui ne fonctionne plus. Et puis il y a ce qui va fonctionner, on va dire, éternellement, ou presque éternellement. Donc je pense que ce qu'on appelle bonheur peut s'inscrire dans ce qui va fonctionner éternellement. Mais ce qui ne fonctionne, mais encore faut-il le découvrir. Et Jean-Paul, est-ce que toi qui connais énormément de gens du fait de ton métier, tu as rencontré peut-être des milliers de personnes facilement? Des milliers, beaucoup, oui. Mais oui, pas des milliers. Beaucoup de gens, des centaines, plusieurs centaines. Oui. Est-ce que tu as observé que dans les relations que tu as eues, on va dire l'homme juste est heureux, c'est-à-dire celui avec qui tu as travaillé, que tu as rencontré, qui est juste, honnête et sincère. Est-ce que tu as vu que la personne rencontrée, finalement, est bien dans sa peau? Oui, alors elle peut être heureuse dans sa suffisance. Je vous disais tout à l'heure. On me parlait dans sa suffisance. Parce que cette personne-là, j'en ai assez rarement rencontré du reste. J'ai bien davantage rencontré et je suis bien plus en contact, en relation avec une clientèle, puisque moi, mes relations sont composées de mes clients.
disons que ceux qui ils sont dans leur suffisance, ils pensent être heureux. Après, il y a la personne humble qui, même si elle n'est pas riche, matériellement riche, eh bien, elle va donner ce qu'elle doit donner. On travaille contre l'argent, forcément, contre quelque chose. Et donc, même si elle n'est pas riche, elle peut demeurer humble. Elle fera l'effort de donner ce qu'elle doit donner. Et pas que matériellement, mais donner également, on va dire, du point de vue naturellement, c'est sa nature profonde qui va s'exprimer. Et c'est vrai que je rencontre bien plus de ces personnes-là que je n'ai rencontré de personnes opposées à cette noblesse. Voilà. L'humilité est une vertu fondamentale, puisque pour ne pas se mentir, il faut être humble par rapport à qui on est, assumer nos limites, nos fragilités. Et d'ailleurs, l'étymologie même du mot homme vient de humus en latin, qui signifie la terre. C'est assumer notre nature imparfaite, mais perfectible. Parce que la terre est féconde. Et également limitée. On en revient au réalisme, puisque la contraposée justement de l'humilité, c'est la mégalomanie. Oui, c'est la vanité. Le moi qui augmente dans des proportions délirantes et qui peut rendre malade les autres d'ailleurs, y compris la personne elle-même. Ça peut aller jusque-là. Ok, oui. Alors, donc, l'homme juste est-il heureux ? On n'a pas encore éludé complètement la question. Est-ce que à Mounera, dans le concret, tu as pu expérimenter ce fait ? L'homme juste est-il heureux ? Est-ce que dans la justesse, on voit des individus qui s'épanouissent complètement, qui sont cohérents, qui deviennent cohérents au fil du temps ? Voilà la question. Il y a toujours une part de subjectivité, mais de ce que je vis, de ce que je vis en moi-même et de ce que je peux voir avec les amis, les camarades avec qui on travaille et on œuvre, toute personne qui a une perspective pour elle-même et pour les autres, dans le souci de l'homme juste, et c'est celui qui essaie d'apporter de la justice finalement, peut-être aussi autour de lui, une forme de satisfaction intérieure, de se battre pour ce qui est valable, d'agir par rapport à ce qui est juste et nécessaire, puisqu'on est dans une époque de très fort contraste, parce que il y a beaucoup d'illusions et de sources de dispersion et de consumérisme, mais il y a aussi des vérités crues qui sont maintenant très accessibles sur le fait que le navire coule, comme on disait un certain personnage, et on regarde ailleurs, mais maintenant il y a des gens qui ne regardent pas ailleurs. La maison brûle, mais on regarde ailleurs. C'est Jacques Chirac qui l'a dit. Voilà. Et au moins la parole était juste. Et aujourd'hui, je pense que maintenant, on regarde beaucoup moins ailleurs. Et les gens qui, assumant humblement la réalité des choses et eux, agissant par rapport à cette réalité, se trouvent plus à leur place. Parce que dans l'idée de justice, il y a aussi le fait de se sentir à sa place. De trouver sa place par rapport à soi et par rapport aux autres. Et œuvrer ensemble, agir en solidarité par rapport à des projets constructifs, je pense que c'est vraiment quelque chose de très déterminant. Je voulais juste amener un élément par rapport au vécu des injustices. Je pense qu'il y a deux façons de réagir, deux façons constructives, entre guillemets, de réagir à l'injustice. C'est de se battre contre les injustices, ce qui est souvent le sentiment de révolte. Mais il y a aussi le fait de se battre pour la justice et de construire. Oui. Mais la justice qui est un terreau, parce que je vais ajouter une notion, la notion des talents. Je pense que là où les personnes qui ont découvert, pas tous les talents, pas tous leurs talents, mais une bonne partie de leurs talents, ils vont apporter dans cette richesse à la société, et c'est par ce biais-là qu'ils vont aussi trouver ce bonheur. Ils seront à l'opposé de la jalousie. C'est vrai. Qui, chez Platon, est la première maladie de l'âme. Voilà. La jalousie. Oui. Donc ça rejoint des choses qu'on trouve dans certains dogmes religieux, à ce moment, un petit peu quand même. Mais c'est pas une croyance. On n'est pas dans une approche de croyance, dans l'approche philosophique, oui, mais d'expérience et de compréhension et de vécu, de dire voilà, c'est pas la jalousie, elle est dans chacun d'entre nous.
C'est le processus qu'on met en œuvre pour être solidaire et non pas jaloux. C'est une question d'ego. La jalousie, je pense qu'elle tire ses racines de l'ego, principalement. Alors, l'ego, c'est la carte Joker, ça marche tout le temps. Alors, je vais poser une question très simple. On est parti tout à l'heure du constat qu'effectivement, on est dans une ambiance, un état général, la maison brûle, une ambiance un peu anxiogène. Les gens sont inquiets, il y a une inquiétude générale. On va dire qu'il y a au moins 10 ou 15 millions de personnes en France qui vivent pas tout à fait dans la cohérence et en fait dû à des problèmes d'environnement et aussi de choix de vie qui sont très difficiles. Agir en philosophe, quelles seraient les 3 idées importantes qui pourraient redonner un souffle à notre société, un souffle extrêmement positif? 3 idées. Alors, le débat est ouvert. Hein. Moi, on a parlé de justice, on a parlé d'authenticité, d'être cohérent avec soi-même. Toute la notion on est en train de parcourir toutes les idées philosophiques d'un seul tenant. Mais au quotidien, dans ce qu'on voit, qu'est-ce qui permettrait un souffle de lumineux pour retrouver, justement, pour enlever cette ambiance anxiogène, pour faire une espèce d'élévation spirituelle qui monte le plus haut possible et que un jour, peut-être, les 10 millions de personnes qui souffrent de tout ça, grâce à 2 ou 3 idées... Eh bien déjà, la première, c'est de raccourcir les distances entre nous. Raccourcir le plus possible la distance qui sépare l'humain de l'humain. Donc déjà... Ça, c'est déjà ça. La première, je pense que c'est déjà un travail énorme d'éviter de vivre... Seul. De trop camper sur la séparation et de dire... Je pense qu'il faut insister sur l'idée que c'est cette vérité que, au final, la séparation n'existe pas. Elle existe parce que nous sommes une société de compétition. Donc forcément, il faut qu'il y ait une séparation pour qu'il y ait un vainqueur, il y ait un arrivé, enfin, un premier arrivé, puis un leader et un dernier, quoi. Voilà. Mais bon, oui, tu veux dire que c'est la pensée universelle, c'est-à-dire on n'agit pas seul. On n'agit pas seul, on construit ensemble. Les pyramides, les cathédrales, les châteaux forts, etc., ils ont été construits et bâtis. Or justement, dans les paramètres de notre société qui ne vont pas aujourd'hui, il y a beaucoup de solitude parce qu'il y a beaucoup de séparation. Séparation, distance entre les êtres humains. C'est ça, il faut abolir la distance. Et déjà, ça, c'est un premier pilier, justement, de ce que tu avances. Oui, 3 idées. Voilà. Ça, c'est bon. Dans le concret. Dans le concret. Retrouver alors ça, c'est l'humanisme. Hein, oui, mais ça peut aussi s'exercer, ça peut parfaitement se créer dans notre petite société, dans un petit groupe, dans une société, on va dire, de construction, de production. Et bon, moi, je le vis là de plus en plus, parce que j'ai restructuré ma société, là. Voilà, et ça marche nettement mieux, ça fonctionne à merveille, Mika. C'était une des 2 que j'avais trouvées, donc j'avais dit se relier, se rapprocher. La fraternité, d'une certaine manière. La fraternité. Active, voilà. Tout à fait. Voilà, c'est la même. Fraternité active. Fraternité active. Alors ça, c'est un mot magnifique, ça. Fraternité active. C'est bien de retrouver. Donc pour éviter les séparations, d'ailleurs on constate dans les conflits, les gens ne se parlent plus. Et en fait, il suffit d'un moment dans un conflit très grave pour que les 2 personnes qui étaient en conflit arrivent à se parler, et quelquefois, au miracle, ça se résout. Donc, comme quoi... Mais c'est un défi. Construire... Marc Delamay dernière, qui a fait une conférencière à l'Athénée municipal, qui était justement sur la coopération, disait que parfois, dans les éco-villages, les gens étaient là avec plein d'aspirations et avaient d'énormes difficultés à œuvrer ensemble. Et il faisait venir des médiateurs, je trouvais l'anecdote excellente, qui essayaient de concilier les idéalistes ou les gens qui étaient dans ces zones de transition. Et le bilan des médiateurs disait que c'était plus dur que de concilier les Hutus et les Tutsis, parce que les gens étaient tellement avec une aspiration personnelle sur le sujet de qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'à la fin, le vivre ensemble était difficile. Et c'est sûr que le vrai défi... Et cette fraternité active. C'est le vivre ensemble, parce que beaucoup de problèmes disparaissent quand déjà on arrive à préserver la vie commune et effectivement la fraternité active. Andrea, tu n'as rien dit. Si. Silence total. Qu'est-ce que tu... Je savais que tu me donnerais la parole. Oui. Moi, avec nos échanges, j'ai pensé à Simone Veil, celle avec un W, la philosophe, quand on parlait des besoins
de la pyramide de Maslow, elle parle des besoins de l'âme. Et elle fait la distinction entre les besoins et les désirs. Elle dit les désirs sont insatiables, alors que les besoins, on peut arriver à satiété. Et que c'est pareil pour les besoins de l'âme. C'est juste qu'il faut pouvoir les repérer et en fait de revenir à l'essentiel. Et d'arriver aussi à cette idée de détachement ou de non-attachement qu'amènent aussi les stoïciens et aussi la philosophie du bouddhisme. Mais voilà, pour moi, ce serait de revenir à l'essentiel, se détacher du superflu et répondre aux besoins de l'âme plus qu'aux besoins matériels et du corps. Oui, alors là, ça rejoint des notions bouddhistes, il me semble, parce que c'est le renoncement justement à des désirs inatteignables, par exemple. Ouais. Déjà, le bonheur, ça commence comme ça. Pas être dans une attente de choses inatteignables. On est dans ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Le bouddhisme dit que ce sont les attachements qui créent de la souffrance. C'est ça. Donc le retour, en fait, c'est une forme de réalisme implacable. C'est se situer dans la réalité la plus tangible et d'éviter absolument des désirs qui débordent et qui ne sont absolument pas atteignables. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend malheureux beaucoup de gens, même aujourd'hui. Oui, des désirs inatteignables. Oui, et se rendre compte qu'il y a des besoins spirituels aussi. Oui. Mais désirs inatteignables, on revient au problème de cohérence. C'est-à-dire que les désirs inatteignables sont incohérents. C'est une part de l'esprit qui est ailleurs de la réalité. Très bien, très bien. Donc, on pourrait le formaliser ça en un ou deux mots. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? De réalisme ? Non. Le retour à l'essentiel, c'était beau. C'est joli, ça. Il y a une très belle expression de Pierre Rabhi, que tout le monde connaît, qui nous a quittés l'an dernier, je crois. C'était le titre d'un de ses livres, c'est « La sobriété heureuse ». Voilà. Et ce petit livre, je conseille vraiment à tout le monde, parce qu'il parle de ça, il parle de cet homme qui vit avec l'essentiel et pas avec le superflu. C'est minimaliste, quelque part. C'est pas minimaliste, c'est redonner la place de l'humain en l'homme et dire que l'essentiel est dans l'humain, dans cette partie intime qu'on porte en soi et qui nous permet, dans les difficultés, parfois dans les tragédies de la vie, de pouvoir rester soi-même et pouvoir presque être heureux, quelles que soient les épreuves de la vie. Mais un enfant est heureux. Je cite Jean d'Ormesson qui disait j'ai eu dans ma vie des moments très heureux, mais je bénis aussi des moments très difficiles. Oui. Il a fait comment dire, oui, c'est ça, un peu comme ce que tu dis, c'est-à-dire il disait que finalement, même les épreuves les plus difficiles sont passées comme étant des choses à prendre et qui viennent de la vie et qu'il faut accepter dans l'acceptation, etc. D'Ormesson. Jean d'Ormesson, qui nous a quittés aussi. Ils reviendront. Il y aura des résurrections partout. Bon, sur ce petit mot, on va faire peut-être une petite pause. Boris, peux-tu lancer peut-être l'instant de pause ? Je crois qu'on aura Summertime, il me semble. Voilà. Ah là, super. Voilà, quelques minutes de pause et la suite pour nos auditeurs dans quelques instants. Merci beaucoup à tous. À tout à l'heure.
you gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, sweet daddy and mommy standing by. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich. And your ma is good looking. Why don't you say, oh, so hush, little baby. oh yeah. Baby, don't you cry. Oh, don't you cry. Oh, don't you cry. Oh, don't you cry. Rebonjour à nos auditeurs, nous continuons notre émission sur le thème de agir en philosophe, ce qui signifie également la philosophie au service du quotidien. Quelles sont les quelques règles, quelques lois, quelques principes philosophiques qui peuvent nous aider à traverser une vie, on va dire, heureuse, ou par la contraposée, sans grandes épreuves, sans grandes souffrances, sans grandes maladies. Voilà. On a évoqué deux idées, la fraternité active, ou le vivre ensemble, mais on peut le tourner comme ça aussi. Et en deuxième idée très importante, le retour à l'essentiel, c'est-à-dire évacuer tout le superflu dans la vie, ce dont on peut se passer facilement et qui indirectement nous pollue la vie, en fait, dans les gestes quotidiens ou le temps passé à des choses qui ne sont pas essentielles du tout. Donc c'est le deuxième. Est-ce qu'on aurait une troisième idée, Andrea ou Mika, Fred, Mika? Je crois qu'André a une autre idée, mais il y en a une qui me semble importante. Ouais, on en aura peut-être 4. Qui est la notion de responsabilité. C'est-à-dire le fait dans la cohérence qu'on a évoquée, qui est le fait de prendre ses responsabilités et donc agir par rapport à sa conscience. J'adore Saint-Exupéry, qui pour moi est un philosophe encore plus qu'un écrivain. Ouais, Vol de nuit, Citadelle. Il y a vraiment une philosophie active et concrète dans tout ce qu'il nous a légué dans ses livres. Et il disait, être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir que quand on pose sa pierre, on contribue à l'ensemble. Et cette approche de responsabilité, pour moi, la façon la plus concrète et simple de comprendre cette philosophie qui peut amener un peu plus de justice au monde. Parce que la responsabilité, c'est assumer les imperfections, c'est être humble et en même temps agir. Je trouve ça très, très puissant. C'est très puissant. C'est une vertu active, concrète. Fred ? Et je rajouterais être responsable et solidaire. Il y a un mot dont on parle souvent, c'est la République, en oubliant le sens d'origine de ce mot qui est la res publica, la chose publique, le bien commun. Et dans cette idée, moi aussi j'aime beaucoup Saint-Exupéry. Mon préféré, c'est Terre des Hommes, parce que ça dit ça. Ça dit qu'on s'en sortira pas tout seul. Qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, on ne peut s'en sortir qu'ensemble.
Et c'est ça, le bien commun, la res publica. C'est le fait de pouvoir comprendre que en se mettant au service de la citoyenneté, hein, c'est la base du citoyen, hein, en se mettant au service de l'ensemble, on fait quelque chose qui est indispensable pour la pérennité de l'être humain, quoi. Donc, être responsable et solidaire. Et tu penses que ça peut aider, et ça peut aider dans le quotidien. Je vais prendre alors là, le contre-pied total. On peut raisonner, alors je fais exprès de faire le pire avocat du diable. On sait que tu n'es pas comme ça, ne t'inquiète pas. Je fais exprès. Mais on pourrait raisonner en disant, après tout, toute cette philosophie, d'ailleurs il y a des gens qui ont brûlé les livres de philosophie dans des périodes qu'on ne citera pas trop, mais c'est arrivé, qui ont brûlé tous les livres des bibliothèques, c'est dans les années 40 ou 38 ou 36, je ne sais plus, c'est arrivé dans l'histoire. C'est pas utile. Plein de fois dans l'histoire. Voilà. Et d'ailleurs, je cite une anecdote citée par Primo Levi, dans les camps de concentration. Il était dit, la règle, c'était que ceux qui s'en sortaient avaient finalement des métiers extrêmement utiles. Le barbier, celui qui préparait à manger, celui qui faisait de l'accordéon au milieu du camp, qui ramassait les ordures, ou qui réparait les vêtements. Et tous ceux qui étaient dans les activités non utiles, ils partaient beaucoup plus vite que les autres. C'était pas voulu, mais c'était le constat qui était fait. C'est un constat atroce, évidemment. Mais voilà, la question se pose. Alors la contraposée est terrible, c'est de dire, finalement, moi, si je vais raisonner avec mon besoin de manger, de nourriture, d'argent, de toit, et le reste ne m'importe pas. Je n'ai pas besoin de philosophie. Ça ne m'apporte rien du tout. Donc je peux mentir, je peux être mauvais, je peux avoir des relations humaines de très tordues ou dans le mensonge. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que j'ai tort ? Il faut m'apporter de la contradiction, parce que il y en a qui disent c'est le retour au monde animal. Le lion dans la jungle, il mange la gazelle, tant pis, etc. Oui, Ricard. Le lion dans la jungle ne détruit pas pour le plaisir, mais il détruit pas, il consomme juste ce dont il a besoin. Par nécessité. Par nécessité. Et souvent, il s'en prend aux animaux un peu plus fragiles. Donc c'est pas... le retour au monde animal, on parlait tout à l'heure un petit peu à la pause de ça. Éviter la propagation d'une maladie. Et oui. Et oui. Non, mais... Donc c'est juste pour dire que le monde animal est peut-être pas si dur que ça. C'est la bestialité qui est dure, pas le monde animal. C'est pas le monde animal. Donc l'horreur est humaine, elle n'est pas animale. J'aurais tendance à le dire, oui. Oui, c'est ça. Alors par contre, on peut raisonner à l'américaine en disant, est-ce que finalement le fait de n'avoir aucune valeur, aucune philosophie, est-ce que ça a un coût ? C'était ce que je voulais dire. Donc, le coût du mensonge, le coût de l'injustice, le coût de l'indifférence ou de la solitude. Voilà, la question est posée. J'ai entendu dans une conférence de Jean Covici, que je recite, il disait que l'économie, le pur raisonnement matérialiste économique tend à diviser les gens. Parce que une famille qui vit ensemble, c'est une voiture, un logement, en moyenne. On va dire 1,5 voitures, un logement. Quand on arrive dans le divorce, il y a forcément 2 logements et il y a forcément 2 fois plus de voitures. Donc l'économie est très contente quand il y a de la séparation, parce que ça coûte plus cher. Il faut tout multiplier par 1,4, d'après les chiffres sur ce plan-là. Donc déjà, ça a des conséquences économiques. L'économie se porte mieux, mais les gens sont plus loin. Alors on pourrait dire que le coût de la fraternité, c'est, si on raisonne à l'envers, par la contraposée, le coût de la fraternité, c'est 60%, c'est 40% du PIB. Qui est prêt à... C'est ça, si on raisonne de façon par la contraposée. D'où, alors, est-ce que j'ai tort ? La question, Mika, je cherche des... Voilà. Peut-on vivre... Tu nous poses des cols, là, sur l'heure de la digestion. Peut-on vivre en philosophe ? Peut-on vivre ça fait du bien à l'économie. Peut-on vivre avec un vide philosophique ?
selon moi, on peut vivre sans... Je crois que c'est Alain qui disait ça. On peut vivre sans philosophie, mais on vit moins bien. Ah, voilà. D'accord. Oui. C'est Jean Kelevitch. Jean Kelevitch, merci. Jean Kelevitch a dit ça. Voilà. Andrea, qu'est-ce que tu en penses? Dans ton métier, est-ce qu'on peut vivre sans aucune valeur, sans rien? Je n'ai pas rencontré de personne qui avait aucune valeur dans mon métier, qui est un métier humain. Et bien que j'ai pu travailler dans des lieux, notamment les EHPAD, donc les maisons de retraite, où une pression économique peut arriver à ce que le personnel soignant se retrouve à devoir agir au-delà de leurs valeurs, mais dans un au-delà négatif. En deçà. En deçà, merci. En deçà. De leurs valeurs, parce que eux-mêmes, aux prises avec une réalité matérielle, tout ça pour dire que ils peuvent changer de direction. Ils peuvent s'élever. Comme on le disait tout à l'heure, il y a une vision stoïcienne à pouvoir avoir dans la vie face à ces contradictions, qui est d'accepter la difficulté dans laquelle on est et de la prendre comme une épreuve à pouvoir dépasser. Mais sinon, on revient à ce que tu disais en début d'émission. On se constate aujourd'hui beaucoup de burn-out, beaucoup de personnes qui vont décider de quitter aussi cette vie qui n'a pas de sens. Je trouve que ça amène aussi à ce sens. Quel sens on donne à sa vie? Et est-ce qu'il est juste de vivre comme ça? Et je pense que tôt ou tard, même si la personne ne se pose pas la question lui arrive par l'épreuve. Jean-Paul, est-ce qu'on peut dire, j'ai une question très simple, dans toutes les centaines de rencontres que tu as fait, est-ce que les gens malheureux et malades sont-ils dans un vide spirituel? Ou est-ce que j'ai tort? Alors, je serais tenté de dire que c'est un vide apparent. Et dans lequel vide, ils sont amenés à créer un nouvel univers. L'univers qui, jusqu'à présent, ils étaient acteurs dans la vie, mais avaient besoin de béquilles. Ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, ils avaient besoin de béquilles. Parce qu'une personne qui souffre, n'importe quelle maladie, a besoin d'être assistée. En fonction, effectivement, de l'épaisseur, je veux dire, de la maladie, mais il a besoin d'être assisté. L'assistance, c'est quoi? C'est une béquille. Bon, on vieillit aussi malgré tout, on aura besoin de béquilles. Donc, mais dans le cas d'une personne relativement jeune qui est confrontée à la maladie et qui, en apparence, n'a plus de bonheur, c'est peut-être une manière de rebondir vers le bonheur. C'est peut-être une catapulte qui va l'amener vers une renaissance. Une renaissance. Pourquoi pas? Mais bon, cette renaissance ne va pas s'opérer forcément dans cette existence. Fred? Tu voulais intervenir, Michael? Moi, je pense que l'injustice et l'individualisme forcené, l'homme qui agit sans valeur que tu évoquais tout à l'heure, tout à fait. On le paye très cher aujourd'hui. Mais on le paye on le paye très cher, c'est un coût incroyable, quoi. Voilà, c'est un coût terrible. C'est un des exemples, puisque tu parlais des jeunes qui sont éco-dépressifs, le savent bien. On paye très cher la note par rapport à l'écologie, par rapport à la non-préservation des milieux naturels, à la non-préservation des espèces, à cette totale déni du problème climatique. On se demande d'ailleurs jusqu'où il faudra arriver pour que les gens qui ont les manettes décident de faire autrement. Donc, l'injustice a des conséquences très lourdes et on le paye très très cher. Bien sûr que on peut très bien imaginer, d'ailleurs il y en a plein, un être humain qui se comporte de manière injuste, sans valeur, avec la valeur du matérialisme, du golden boy. Il y en a plein des gens comme ça. Mais c'est à cause de ça que notre société est malade et c'est à cause de ça que la nature est en danger. Le juste va devenir une obligation. Parce que si on s'écarte trop du juste,
le juste qui peut être représenté par exemple par rapport à des lois naturelles, des lois de la préservation de la planète. Si on s'écarte trop du juste, on va le payer très cher. Donc le juste pour moi, le juste, c'est le futur. De gré ou de force. Mais il faut explorer l'injuste, l'injustice. Les vertus de l'enfer. Les vertus de On l'enfer. est en train d'y passer souvent, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Ah, mais c'est la forge. On voit des situations infernales, et on chauffe à 3000 degrés le métal, mais on y est. Mais c'est le passage à la forge. C'est le forgeron qui nous attend à la forge. Alors les statistiques montrent que, effectivement... Alors maintenant, sur ce point-là, il y a des éléments notamment l'augmentation des cancers, l'augmentation des AVC, qui sont des incidents graves de la vie, où on se rend compte que ça vient de pollution aux fines particules, pollution... Alors, les maladies psychiatriques, maintenant, on commence à voir qu'il y a des pollutions électromagnétiques ou pollution chimique. Alors, voilà, on commence à établir des liens de causalité. C'est l'INSERM qui fait ça, ou l'INRA, ou d'autres instituts. Il y a des chiffres qui tombent. Donc, maintenant, ça y est... Il y a des preuves de niveau très élevé sur le fait que la dégradation de l'environnement crée du mal-être. Mais on découvre... Voilà, et c'est le haut de l'iceberg, puisque avant qu'un AVC ou qu'un cancer arrive, il y a 10 années ou 15 années de mûrissement de la maladie pendant lequel la personne n'est pas bien et va souffrir inconsciemment d'une maladie qui arrive et qui est déclenchée d'un coup. Donc on voit le haut de l'iceberg et ils viennent en partie de problèmes de non-respect de l'environnement. Mais des conséquences du déraillement. Oui. Les sociétés déraillent. Oui, conséquences, oui. Ça va dans les corps, mais une c'est fois ça. de plus, là, on s'attaque au quart du cercle dont on parlait tout à l'heure. C'est les 25%, mais il reste encore les 50%. Et ce que tu dis, Fred, répond à l'analyse causale des 25% de l'environnement. Mais il reste les 3/4, ou les 2/3, quand on fait des fautes. Il reste les 3/4, et là, est-ce qu'on a d'autres éléments ? C'est-à-dire, maintenant, raisonnons en disant les problèmes d'environnement sont soldés. Donc on va en Afrique, peut-être, encore dans certaines contrées. Ou dans, je ne sais pas où, chez les Mormons aux États-Unis, tiens. Est-ce qu'ils n'ont plus de problème d'environnement ? Ils marchent, il n'y a pas de voiture, etc. Il n'y a pas de pollution. Dans une société comme ça, déjà, il y a des choses... Il y a déjà des choses qui vont mieux, mais philosophiquement, est-ce que tout le problème est réglé ? Tu es en train de dire, Fred, que finalement, tous nos problèmes, ce pas des problèmes de philosophie, c'est des problèmes d'environnement, alors ? Non, c'est la conséquence de Parce que c'est une des questions centrales. Tu citais Platon tout à l'heure. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est une des questions centrales que pose Platon dans son ouvrage, un de ses ouvrages majeurs, qui est La République, et les lois aussi, l'ouvrage qui complète à la fin de sa vie. C'est d'abord comment avoir un homme juste. Comment on fait ? Comment on rend l'homme juste ? Ça, c'est la question, une des questions centrales, et il répondra par l'éducation. Oui. Et l'éducation n'étant pas autre chose que exducere, c'est-à-dire faire sortir la vocation, le talent, il disait tout à l'heure Jean-Paul, de chaque personne. Et ensuite, l'homme juste, c'est parce qu'il y a des hommes justes que la société peut devenir juste. C'est très clair dans son approche qu'il n'y a pas de société juste sans hommes justes. Il n'y a pas une recette sociale, économique, je ne sais pas, matérielle, qui permettrait d'avoir une société juste avec des menteurs et des escrocs. Si on veut une société juste, il faut des individus justes. Et si on veut des individus justes, il faut les accompagner, il faut leur permettre de s'éduquer au juste, c'est-à-dire de comprendre, on en parlait tout à l'heure, que en étant juste, on est heureux et on rend heureux autour de soi. Et en pensant que l'injustice, parce que parfois l'injustice, ça nous apparaît comme un chemin plus facile et plus rapide, ça nous arrange bien, et comprendre que l'injustice provoque toujours des conséquences qu'on paye cher. Oui, à la fin, c'est-à-dire que ça a un coût. C'est la valeur vénale ou la valeur commerciale
d'un mensonge, ou d'une irrégularité, ou d'une relation qui est brisée ou qui ne fonctionne pas bien. Le mot conséquence est très important, ce que vient de dire Fred, parce que Voilà. dans l'idée de justice et de responsabilité, il y a l'idée d'assumer les conséquences. Et voilà. Et Jean-Paul parlait au début de l'immédiateté de l'époque actuelle. L'immédiateté, c'est le refus des conséquences. C'est ce qui va arriver tout de suite. Et demain, on ne voit plus demain. Après moi, le déluge. Donc c'est l'irresponsabilité sur les conséquences. Voilà. Et pour revenir sur tes amiches... Et d'ailleurs, développement durable, c'est bien voir demain. C'est dedans, dans le développement durable. Prends en compte ce qui va se passer dans les conséquences de ce qu'on fait. C'est un autre sujet, mais sur le mot développement durable, notamment le mot développement me pose souci. Le mot durable, aucun, mais... parce que développement durable, il y a un implicite de croire qu'on peut rester à moyen constant, donc à confort constant, être durable. Et ça, je n'y crois pas. Non, mais la responsabilité prise sur les conséquences de nos actes d'aujourd'hui. Ça, oui, on est d'accord. Sur les descendants et la descendance. Alors ça, oui. Mais parce que nous nous situons actuellement dans une nouvelle chute. La chute par le matérialisme. C'est peut-être, j'oserais dire que ce serait la 3e chute de l'humanité. La 3e après l'Atlantide. J'y crois, fait ça. Je crois à l'existence des plus grandes civilisations passées. Mais c'est une chute. La chute de le matériel. La chute de l'expérience dans le matériel. Et qui devrait nous faire rebondir vers ce qu'on espère, vers le durable, vers le développement, vers la tradition. Après les enfers. Après les enfers, voilà. Mais on aspire à ça aujourd'hui, là. Ça y est, on est braqué. Tous les projecteurs aujourd'hui sont pleinement braqués sur le renouveau. Oui. Andrea, tu voudrais dire un mot là-dessus ? Est-ce que cette définition du durable te convient ? Progrès supportable pour la descendance, pour les enfants, pour demain. Effectivement, l'aspect d'analyse des conséquences des actes dans la durée. Des actes matériels et psychologiques, comme disait Andrea, et spirituels. Oui. Parce que le fait de se penser seul, comme tu disais, en faisant l'avocat du diable, se penser seul est une aberration. Puisque l'homme par nature est un être social. C'est-à-dire on se construit, on fait culture ensemble, on fait société ensemble. Oui, le malheur arrive quand la solitude arrive, déjà. Oui, l'isolement. Les solitudes peuvent faire du bien, mais l'isolement, c'est un arène. L'isolement, l'isolement. Exceptionnellement, l'ascète ou l'ascétisation. Mais c'est un choix librement consenti, alors que l'isolement est subi. Oui, c'est ça. D'accord. Andrea. En vous écoutant, en entendant la notion de durabilité, de chute, moi ça me fait penser au cycle. Et une des choses dont on a parlé tout à l'heure qui me semble aussi important, c'est le lien à la nature et de remettre l'être humain dans le cycle de la vie, dans le cycle de la nature, qui implique en fait ces chutes et cette renaissance. Là, on est... à l'automne, les feuilles tombent, nous allons vivre l'hiver et on va... Danse les saisons. Exactement. Alors, il y a une théorie de l'ancienne Égypte qui est très ancienne qui dit tous nos cycles individuels sont reliés au cycle de l'univers. Tous. Alors, le plus facile à voir, c'est le cycle lunaire, le cycle solaire, mais qu'on serait également relié aux étoiles. Et que si on a 100 milliards de neurones... C'est comme par hasard le nombre d'étoiles de la galaxie, très précisément. Et les relations, les interconnexions, les lois d'interconnexion dans les neurones, donc des forces électrostatiques... De l'attraction, de la répulsion. Oui, électrostatiques ou électromagnétiques. En fait, ça serait retranscrit au niveau de la galaxie sous forme de force de gravité. Il y aurait une correspondance entre tout ça. Ce qui veut dire que si on dégrade le moindre élément, mais c'est la tradition juive qui dit ça, si on dégrade le moindre élément dans l'équilibre de la nature, on perd une mouche ou une guêpe, tout peut se détraquer dans les cycles. Donc c'est important effectivement. Donc tu as dit le lien à la nature, retrouver le lien à la nature, ça fait partie des 4 éléments, on est presque à 5, pour avoir quelques clés d'action en philosophe. Et puis, on l'a dit aussi,
en fait, on a dit quelque chose c'est qu'effectivement, l'irresponsabilité, le fait de ne pas voir les conséquences des actes a un coût terrible, collectif et individuel. En fait, ça, c'est très important de le dire, parce que ça, dans l'empirisme, un peu à l'américaine, c'est de dire on va regarder tout ce qui se passe et puis on va essayer de chiffrer en face. Est-ce que ça a un coût ? Donc si, d'un seul coup, les individus sont dans un burn-out permanent, ils vont réagir plus difficilement au travail, il y a une perte d'efficacité, peut-être les personnes qui travaillent dans certaines institutions vont être beaucoup plus lentes à réagir, ça a un coût, etc. etc. Donc ça a un coût qui peut être exponentiel, oui, Mika. Ça fait un peu du philosophical washing, ce que tu nous dis là. C'est washing. Parce qu'il y a le greenwashing. C'est le greenwashing. Et il y a le philosophical washing. Je pense que partir sur l'idée d'un coût économique Oui. est philosophiquement déjà une erreur dans la façon d'aborder les choses, puisque après c'est ce qu'a fait Google, où excusez-moi, je sais pas si disons que les grandes entreprises ont créé des conditions de vie agréables pour avoir une meilleure rentabilité, mais l'intérêt n'était pas l'individu mais la rentabilité. Et le philosophe, comme on l'a dit autour de cette table à plusieurs reprises, l'enjeu c'est l'humain, pas la rentabilité. Donc il faut pas inverser la pyramide de Maslow. Oui, mais en attendant, puisque tu citais les années 60, donc qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que on raisonne, tu peux raisonner dans une économie libérale, etc. En 1967, il n'y avait pas de dette de l'État. Dette égale 0. Aujourd'hui, dette de l'État, 2500 milliards. En fait, 2500 milliards. Donc on continue à vivre comme ça, mais en fait, c'est tout ce qu'on n'a pas fait, les conséquences de nos actes passés qui se traduisent en déficit et qui finalement se cumulent dans le temps. J'entends ce que j'entends. Oui, alors le pire, c'est on dit des déficits français, mais aux États-Unis, proportionnellement, c'est encore pire. Je ne dis pas de ne pas intégrer l'économie. Je dis de ne pas utiliser l'économie comme un critère de décision philosophique. C'est un petit peu, c'est plus nuancé. Parce que, par exemple, il y a plusieurs analystes qui disent voilà, pour faire monter le PIB, donc théoriquement améliorer les conditions de vie, par exemple, du pays, il suffit qu'il y ait plus d'accidents de voiture, plus de suicidés, et d'intégrer et du coup le PIB va augmenter arbitrairement, et on peut penser que ça soit rentable. Et bon, moi je pense pas que ni les accidents de voiture, ni les suicides et toute autre chose de ce type soient profitables pour la société ni l'humain. Donc la mesure, je dis, l'idée de mesurer la viabilité d'une posture philosophique au côté économique est ambiguë pour moi. C'est-à-dire que pour moi, ça se traduit par une dette collective, puisqu'un jour il faudra payer. Je pense que la dette est pas simple, est largement au-dessus de l'économique. Elle est dans, comme tu disais, la santé de la planète, la santé des individus, la santé de la société. Mais ça se paye, ça coûte très cher. Aujourd'hui, tout est chiffré. Les coûts de soins sont exorbitants, on le sait. Donc ça se traduit monétairement. Et la dégradation du bien collectif ou de ce qui se passe au niveau de l'intérêt général, on le voit sous forme de dette. Parce qu'on n'a pas tout payé ce qu'on devait auprès du collectif et que ça augmente petit à petit. Donc je ne dis pas que c'est forcément ça, mais il y a un jour où tout ne pourra plus être payé par l'argent monétaire. Et ça devra se faire par le lien humain, par les talents, comme tu disais, et par la solidarité qui sera nécessaire à se créer pour survivre. Mais il faut pouvoir porter ce discours dans les pires extrêmes par exemple de certains pays, de certains États américains. Anglo-saxons il faut aller au Texas et puis le dire en disant mais finalement, et alors le mieux c'est d'avoir une justification économique, parce que là ils vont commencer à écouter. Il se justifie que par l'économie. De toute façon, je ne crois absolument pas au remboursement de la dette mondiale. Ça, c'est utopique, complètement utopique. Oui, mais... Par contre, on a un mur, on est en train de rentrer dans un mur. De toute façon, on ne pourra pas traverser le mur, à moins de s'écraser. Et on va devoir, je pense, complètement changer de comportement et adopter
une nouvelle économie, c'est-à-dire gommer l'économie actuelle qui est ancienne, qui est usée, qui ne vaut plus rien, qui est en plein délitement, qui est en plein... et puis passer sur... Avez-vous entendu parler du Nessara, du Gessara? Bon, eh bien, je vous invite à ouvrir Internet et de voir la possibilité d'une nouvelle économie. la nouvelle économie. Et là... Enfin, moi, les questions, les grandes interrogations que j'ai, c'est comment se fait-il que dans les années 60, on soit arrivé en France à une économie où on n'avait plus de dette? Est-ce que ça veut dire que dans cette période-là, il y avait tout en haut de l'État un sens éthique beaucoup plus fort qu'aujourd'hui? Je ne sais pas, la question reste posée, je ne sais pas. La preuve que, à l'époque, les années 70, où la balance était équilibrée, oui. Les besoins... Pas de déficit. Pas de déficit, donc il y avait donc on a été plus créditeur que déficitaire. Mais les besoins, et paradoxalement, les besoins n'étaient pas créés. On ne vivait pas dans les mêmes besoins que les besoins actuels. Et paradoxalement, on croit aujourd'hui créer plus d'argent. Mika disait tout à l'heure, dans les années 50, l'équilibre était... Oui, appel par rapport à ceux qui ont regardé un petit peu la collapsologie, et quand est-ce qu'on est en état vraiment de non-dégradation de l'environnement. Oui. Quelles sont les conditions de vie oui. pour une société qui permettrait la non-dégradation de l'environnement sans retourner à l'époque des chasseurs-cueilleurs, pour faire simple. Il est où le curseur? C'est les années 50. Début des années 50 en France. Oh là là, il faut remonter loin dans le passé. C'est-à-dire qu'en gros, on a une voiture qui ressemble plus à une 2 chevaux qu'à une berline. On se lave avec un gant. On a juste la machine à laver, le frigo, de l'électricité. Une seule télé. Et éventuellement un seul écran par... Et un seul téléphone par foyer. Un seul téléphone. Là, on en est loin. Et là, économiquement, c'est pas du tout... On comprend bien que par rapport au modèle économique actuel, c'est non compatible. Oui. Parce que tout est basé sur la consommation, etc. Mais le modèle écologique, pas au sens politique, mais au sens de la nature, du fonctionnement énergétique, des animaux, du vivant, des liens humains, c'est 1950. D'accord. Et on préserve en gros, comme tu en parles beaucoup, des moyens de santé. À l'hôpital, on reste au niveau technologique actuel. Il y a peut-être des choses qu'on doit accepter de souffrir peut-être un peu plus, un peu moins de calmants, etc. Mais grosso modo, les outils de diagnostic, on garde les mêmes. Et dans la vie quotidienne, on vit comme en 1950, c'est-à-dire comme vivaient mes grands-parents qui ont vécu bien. Oui, comme moi, mes deux grands-parents, qui étaient tous les deux médecins, mais ils avaient une 2 chevaux. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà, c'est une autre représentation. Et là, la philosophie peut aussi être un outil utile. On a parlé d'agir en philosophe, mais c'est aussi donner un modèle de représentation où l'homme trouve une place, comme l'a dit Andrea, dans la nature, une place avec lui-même et une place avec les autres, dans un modèle juste, qui veut dire équilibré par rapport à tous ces axes. Parce que la justice est aussi dans l'équilibre du lien à la nature, du lien à soi et du lien aux autres. Ça rejoint le point numéro 3, responsabilité, lucidité, oui. Sur où on se situe. Oui. Et puis ça sous-entend aussi une approche très scientifique sur l'équilibre qu'on a entre nous et très objective, oser poser les choses froidement, mais tranquillement. Une approche scientifique ou comptable des choses, pas une... On est soumis à une compétition aujourd'hui. Voilà, on est soumis à une compétition. Tout à fait. Fred, tu veux dire encore quelques mots? Non, c'est intéressant l'image qu'a donnée Michael, je ne connaissais pas. On a une personne que vous connaissez sûrement qui s'appelle Flore Vasseur, qui est passée il n'y a pas longtemps sur la chaîne Thinkerview, à peine plus connue que Radio Mira, mais... et qui est une golden girl repentie, on va dire, qui a écrit plein de bouquins, qui a sorti le film, peut-être que vous avez vu, Bigger Than Us, qui est sorti il y a 2 ans. Et l'interview est vraiment intéressante parce que justement, elle a connu HEC, toutes les grandes écoles pour arriver à comprendre le système, l'ayant vécu. Et ensuite, elle s'est sortie de là et elle regarde le monde et ses injustices et ses folies. Hein. Elle a rencontré Edward Snowden,
Elle a travaillé avec des gens comme ça, et son interview est vraiment intéressante. Je vous invite à voir ces 2 heures d'interview. Cette personne, ce type de personnes-là, se sont beaucoup penchées sur le côté toxique de nos sociétés capitalistes. Voilà. C'est très toxique tout ça. Et dans le film qu'elle a fait, elle donne la parole, je ne sais pas si vous l'avez vu, Bigger Than Us, c'est un très bon film, sur les jeunes activistes, les jeunes idéalistes d'aujourd'hui, à la mode de Greta Thunberg. Là, en l'occurrence, elle part d'une Indonésienne, et elle fait ce reportage sur les jeunes pousses. Ils sont adolescents, hein, et eux veulent un autre monde. Donc, repenser tout autrement, se libérer des choses qui nous semblent indispensables aujourd'hui dans la société, mais en fin de compte qui sont totalement superflues et toxiques. Voilà, revenir peut-être au mode de vie de nos grands-parents. C'est une analyse rationnelle et lucide. Oui, tout à fait. Andrea, est-ce que tu voudrais dire un dernier mot ? Oui, j'ai l'impression qu'on part aussi un peu en se disant c'était mieux avant. Et Jean d'Ormesson. Et en fait, je reprends ce que disait Mickaël sur avoir un modèle de représentation. Aujourd'hui, on parle aussi d'un nouveau récit, et donc de pouvoir se projeter ensemble sur comment vivre ensemble avec la réalité de ce qu'on est en train de vivre avec notre planète, avec notre économie, avec nos difficultés qu'on partage, et qu'est-ce qu'on rêve pour demain, et parce qu'il faut continuer de rêver. Ça, c'est ce que les enfants m'apprennent au quotidien, et autour de cet émerveillement également. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de rêver pour demain, et comment le mettre en œuvre en philosophe, c'est-à-dire en étant plus juste, et donc, comme on l'a dit, en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec la nature. C'est magnifiquement dit. C'est magnifique. Ouais. Effectivement, le mot rêve... Le nouveau récit. Le mot rêve est très important, parce qu'il c'est de l'aspiration de l'esprit vers le haut, et puis vers de la lumière, et non pas dans une ambiance anxiogène, grisaille et noirâtre, qui quelquefois nous envahit partout. Le ciel bas et lourd comme un couvercle. Je crois que c'est Baudelaire. Baudelaire. Mais face à l'éco-anxiété dont on a parlé tout à l'heure, j'avais des amis qui me disaient « Mais comment tu fais, toi? T'es pas anxieuse ?» Je disais « Non, je suis plutôt confiante, parce qu'en fait, la nature et la terre, elle va poursuivre, et il n'y a que l'homme qui peut se détruire soi-même. Donc notre enjeu, il est réellement humain. » La terre, elle survivra. L'homme changera. Mais la Terre survivra dans tous les cas. Elle est quand même suffisamment costaud. Voilà. Donc on a un défi enthousiasmant. Oui, enthousiasmant, tout à fait. Tout à fait. Alors voilà. C'est motivant. Très motivant. Garder l'espoir. Rêve et espoir, je suis d'accord avec toi. La motivation. C'est le 5e. C'est le 5e élément. Alors voilà, je les ai notés. En fait, dans la conversation à 5, on a créé un 5e élément. C'est le cas de le dire. Je vais quand même les dire avant de terminer cette émission, parce qu'en 1h15, on arrive à quelques petites choses, ou de grandes choses, je ne sais pas. Ce qu'on peut noter avant de faire l'ouverture, c'est que c'est pas facile de quantifier les choses en philosophie. Et pourtant, si on raisonne à l'américaine, ça serait très utile. Et c'est un point important pour convaincre d'un mode de pensée. C'est pareil en philosophie politique. Les démonstrations sont très rares et les dogmes sont très fréquents. Et l'approche empirique est extrêmement rare, y compris en philosophie politique, et c'est d'ailleurs la difficulté, parce qu'on tombe bien souvent sur des dogmes tout faits, sans démonstration, et voilà. On a essayé aujourd'hui d'aborder cet aspect avec des contraposés ou la contradiction. Bon, c'est une tentative, un essai. Mais ce qui ressort de cette conversation, de cet échange, c'est les 5 points. Une fraternité active, une idée effectivement pour agir en philosophe, le retour à l'essentiel, essayer d'enlever tout le superflu. C'est pas une approche minimaliste, mais c'est une approche de sobriété heureuse, comme tu le disais, Fred. Le 3e point, la responsabilité, le retour à la responsabilité et la prise de conscience du bien commun. Ça, c'est très important. Le respect de l'intérêt général.
C'est des choses qui sont éminemment importantes en philosophie et peut-être une valeur importante au quotidien. Et, comme tu le disais, Andrea, le lien à la nature. Et pour finir, préserver un rêve pour demain. Et ça, c'est très important, l'espoir pour demain. Quand je dis à mes 3 enfants que je suis très optimiste pour l'avenir, là, c'est très personnel, des fois, ils sont éberlués, ils disent « mais c'est pas possible, avec tout ce qui se passe, il est optimiste ». Ben oui, mais ça aide énormément à donner de l'impulsion dans une communauté, petite comme la famille, ou grande comme une association ou une entreprise, ou beaucoup plus grande comme un pays ou une région. Donc voilà le mot de la fin. Et je crois que Boris, tu vas pouvoir lancer le générique de fin. Nous avons terminé cette émission. Merci à nos auditeurs et merci beaucoup à nos invités aujourd'hui. Merci Jean-Marc. Merci. Merci Jean-Marc. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Voilà.